Merci à vous tous d'être présents et je suis toujours honoré d'être parmi vous ici au CRASC. Voilà, donc aujourd'hui, comme vient de le dire Madame Lahou, donc ma communication va porter sur la diaspora économique algérienne, quelle réalité et quel apport. Donc effectivement, les objectifs, comme vous le savez tous, il y a une communauté algérienne établie en France en majorité, mais aussi établie dans d'autres pays européens, américains ces dernières années, notamment au Canada. Maintenant, on se pose des questions. Est-ce que la migration apporte concrètement une valeur ajoutée donc au développement du pays d'origine? Est-ce que celle-ci pourrait être aussi actrice du développement, donc en apportant un soutien à son pays d'origine? Bien sûr, la migration et le développement, donc il y a toute une théorie qui porte sur ces thématiques de développement et de migration. Celle-ci, je vais pas faire trop de théorie, mais il est nécessaire d'y revenir, notamment pour comprendre un peu l'évolution des différentes théories portant sur migration et développement essentiellement. Donc le questionnement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est effectivement de démontrer est-ce qu'on est face à cette migration et développement, est-ce qu'on est concrètement face à une communauté algérienne établie à l'étranger qui pourrait apporter un soutien à son pays d'origine. D'où la question, la diaspora peut-elle engendrer le développement à partir d'investissements productifs? Donc je reviens un peu aux différentes théories. Donc la théorie a évolué depuis les années 50. Donc des années 50 aux années 70, on est plus dans une approche, une approche plutôt objective, plutôt pessimiste, optimiste. Donc on est dans une approche optimiste. Donc la théorie faisait apport de la migration un apport positif. Non pas par de l'investissement, par le transfert de l'investissement, mais plutôt on considérait que les migrants, lorsqu'ils évoluent dans les pays étrangers, notamment aux États-Unis, donc la théorie a porté plus sur les Mexicains qui immigraient et les Brésiliens qui immigraient aux États-Unis, où ils contribuaient quelque part à s'occuper des tâches les plus difficiles au pays, donc aux États-Unis. Mais ces personnes revenaient à un certain moment, après de longues années d'émigration, de longues années, donc ils décident un jour de revenir chez eux. Donc ce retour, on le considérait comme étant une valeur ajoutée pour le pays d'origine, puisque il y a quelque part donc un retour qui concrètement suivi d'un apport financier, d'un capital financier, donc d'un transfert. On ne parlait pas encore de transfert de connaissances ou de transfert de savoir-faire, mais on est plus dans une approche plutôt matérialiste ou matérielle. D'où donc l'approche optimiste de la migration entre les années 50 et les années 70. Maintenant, cette approche a connu un changement, une orientation par les théoriciens, par les économistes de l'époque, qui disaient que la migration, au contraire, apporte du négatif au pays d'origine. Elle n'apporte pas du développement. On n'est pas dans une approche plutôt développementaliste de l'économie du pays d'origine, mais on est plutôt dans une approche plutôt fuite de cerveau, donc vider le pays qui a investi énormément dans la formation de ses élites, donc les vider de sa compétence, les vider de sa ressource qualifiée, donc ce qui nous apporte, ce qui nous amène ou nous ramène à un contexte plutôt défavorable pour les pays d'origine. Les pays d'origine, à l'époque, c'est bien sûr, c'est les pays en voie de développement. Donc, c'est une approche pessimiste, puisque la migration est perçue essentiellement du côté fuite, du côté sortie,
on n'était pas dans une approche retour, on était plus dans une approche plutôt sortie de compétences, sortie de ressources qualifiées des pays en voie de développement vers les pays riches. Et le drame de tout ça, c'est pas uniquement la sortie, mais plutôt au niveau des ressources des pays en voie de développement qui étaient en situation d'impossibilité de réinvestir davantage dans la ressource pour produire du capital qualifié. Parce qu'il y avait un manque, et c'est des pays qui sont en manque de ressources, en manque de capital. Donc cette approche pessimiste allait des années 70 jusqu'aux années 90. Donc vous voyez bien, ça a pris quand même, on est carrément à 20 ans, on considérait que la migration elle est négative pour le pays d'origine. Maintenant, cette approche a complètement changé de 90, donc fin des années 90, de 2000, disons de 2000 à nos jours, on est plus dans une approche optimiste. On revient donc à l'approche des années 50-70. On considérait effectivement donc la migration et d'un apport important pour le pays d'origine. Aujourd'hui, on le considère plus que jamais d'un apport considérable. Pourquoi? Parce que cette migration est aussi accompagnée d'une évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication, d'un développement donc des nouvelles techniques de communication, de gestion qui facilitent donc la mise en contact ou la mise en relation du migrant avec son pays d'origine et le développement des réseaux justement permettant à ces personnes d'activer sans pour autant être physiquement présents dans le pays d'origine, mais d'apporter un apport à son pays. Bien sûr, je parle de ça, de transfert de la connaissance, de transfert du savoir, de l'accompagnement des professeurs qui sont dans des universités étrangères, qui encadrent dans les pays d'origine. Tout cela contribue bien sûr au transfert de la connaissance. Maintenant, moi je ne m'intéresse pas dans ce travail, je ne m'intéresse pas à l'aspect donc immatériel du transfert. Je suis plutôt dans une approche de développement du pays, développement économique à partir du développement de l'investissement et de l'entrepreneuriat, et plus particulièrement de l'entrepreneuriat innovant. C'est pas l'entreprise magasin d'un côté ou alimentation générale ou supérette qui ne crée pas concrètement de la richesse. C'est une activité de service qui ne génère pas de la richesse. Dans ce travail, je me suis intéressé essentiellement donc aux activités génératrices de valeur ajoutée et de richesse. Et là, on verra bien par la suite quels sont les différents domaines d'activité qui sont donc développés par les gens de cette communauté algérienne qui est établie à l'étranger. Voilà. Donc ce travail se retrouve un peu aussi dans un contexte qui est ce qu'on appelle le contexte globalisé, donc un monde de plus en plus globalisé, un monde de plus en plus concurrentiel, qui met en concurrence toutes les entreprises de par le monde, et ce, par notamment le développement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les réseaux, l'Internet, le LinkedIn, les réseaux sociaux, enfin tous les moyens de communication facilitant aujourd'hui donc le déplacement virtuel des personnes sans pour autant être physiquement ici ou ailleurs. Donc je peux à partir d'ici gérer mon entreprise aux États-Unis, au Canada ou partout dans le monde, et ce à partir bien sûr des moyens que nous donnent ces nouvelles technologies. Donc ce monde globalisé réduit de plus en plus les frontières, dilue donc tous les espaces, tous les marchés, les frontières qui protègent les marchés. Donc on est dans un marché, dans un monde, dans un pays qui constitue justement des marchés qui rentrent finalement en confrontation, qu'on le veuille ou non. Et cette situation, ce contexte,
pousse ou donc contraint les pays en voie de développement à s'aligner dans cette économie basée sur la connaissance et sur le savoir. Maintenant, pour ce faire, bien sûr, ça nécessite énormément de moyens. Vous connaissez, donc l'informatisation nécessite un budget énorme, nécessite un savoir-faire, nécessite des compétences, d'où donc la problématique pour ces pays-là. Aussi, donc nous considérons l'Algérie comme pays en voie de développement. Certains disent que c'est un pays émergent. Moi, je rejoins pas cette idée. On est un pays en voie de développement, de par donc la nature de notre économie, de par la richesse créée, de par notre tissu économique et nos exportations. Donc, on est dépendant à plus de 98% de l'exploitation et exportation des hydrocarbures. Donc, comme vous le connaissez tous, et nous, que ce soit le CRASC ou le CREAD, nous avons connu donc des restrictions budgétaires dues notamment à la chute du prix du baril de pétrole qui passait en dessous de $40. Aujourd'hui, ça avoisine les 54 55 dollars le baril, mais c'est contextuel puisque les professionnels ou les experts du domaine disent que de toute façon le pétrole va connaître donc une carence qui va se maintenir dans le temps et dans l'espace à partir de 2025 et plus. Donc l'Algérie, comme les pays en voie de développement, a besoin aussi de s'offrir des éventails d'opportunités. Des éventails d'opportunités, donc c'est la diversification, c'est la création de nouvelles activités économiques, c'est de sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Donc il nous faut 2 500 000 petites et moyennes entreprises supplémentaires, sachant qu'on est aujourd'hui il y a ceux qui disent 800 000, 900 000, même moins. Donc on est à peu près à 800 000 entreprises en Algérie. Juste à titre indicatif, on voit un peu l'évolution du PIB, donc du produit intérieur brut, hors hydrocarbures, et celui global. Donc on voit un peu de 2000 à 2014 des fluctuations du taux de croissance réelle du PIB. On voit donc le pic, c'est 2009. Pourquoi 2009? Parce que tout simplement, c'est l'époque où on a les gros marchés structurants, les gros investissements structurants tels que l'autoroute Est-Ouest, que tous les projets de BTP, bâtiments, les travaux publics, bien sûr, qui étaient à cette époque-là de grande importance. Toutefois, le PIB hors hydrocarbures a connu une baisse de 2005, qui d'ailleurs paradoxal avec tous les moyens mis par l'État pour diversifier notre économie. Donc on a investi en tout pour tout de 2000 à aujourd'hui plus de 1000 milliards de dollars. L'objectif, bien sûr, dans la première dizaine, c'est de créer un contexte plus ou moins favorable et agréable et mettre à niveau les couches sociales. Et puis la deuxième dizaine, c'est de développer, de diversifier notre économie. Toutefois, ce qui est paradoxal, donc beaucoup d'argent ont été investis. 2000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars. Donc en parallèle, on a effectivement donc, beaucoup d'investissements et moins de diversification. Au contraire, donc, on a baissé le PIB généré par le secteur industriel, par exemple, a connu une baisse. Il était de l'ordre de, je pense, de 8-9% dans le début des années 2000. Aujourd'hui, ça tourne autour de 3 à 3,5%. Donc la richesse créée par l'industrie, alors que beaucoup d'argent ont été investis justement pour faciliter la création d'entreprises, pour favoriser l'émergence du secteur industriel en Algérie. Alors, en parallèle avec tout le contexte et toutes les difficultés que connaissent justement, que connaît notre pays, et la réalité du contexte mondial, en parallèle, nous avons, comme nous l'avons
précédemment donc, annoncé. Et donc les études ont montré qu'il y a un apport, qu'il y a une relation entre la migration et le développement. Donc il y a une véritable relation qui montre un peu l'intérêt des migrants à contribuer, à apporter un soutien au pays d'origine. Donc beaucoup de travaux, le travail Saxenian 2006, qui était le premier à démontrer l'apport des ingénieurs de la Silicon Valley hindoue et chinois. Donc elle a démontré que les ingénieurs de la Silicon Valley, de ces deux pays, donc ont contribué au développement de l'entrepreneuriat dans le pays d'origine. Ceci est un élément fondamental, était un premier résultat qui a été démontré depuis les années 50 à un jour. Et pareil pour les autres théories. Donc on est concrètement dans un engrenage diaspora scientifique et technique, l'économie de la connaissance et puis le développement et la diversification de l'économie nationale. Voilà, donc l'Algérie a, comme vous le connaissez, donc une grande communauté. Donc il est estimé à peu près à 7 millions d'Algériens établis à l'étranger. Ça, c'est les données pas officielles. Donc c'est les données de l'association algérienne internationale, la diaspora AIDA. Je ne sais pas si vous connaissez. Algérienne diaspora internationale. AIDA donc a fait un travail sur la répartition des Algériens à l'étranger. Elle estime à peu près à 7 millions. Maintenant, le chiffre officiel, le premier chiffre officiel a été donné par l'ambassadeur français à Alger. Donc, il avait annoncé en 2014, il avait annoncé 5 millions d'Algériens ou d'origine algérienne établis en France. Donc, lorsque je parle d'origine algérienne, bien sûr, y compris les descendants. Donc on estime à 1 million, aujourd'hui selon les sources du ministère des Affaires étrangères, il y a 1 800 000 résidents algériens en France. Bien sûr, c'est la communauté la plus importante, elle est établie en France, ailleurs il y a moins que ça. Voilà, panorama, maintenant, donc on va essayer de développer un peu l'historique de la migration algérienne. Selon Maurice Parodi, qui disait de la fin de la Seconde Guerre mondiale aux années 90, l'immigration algérienne vers la France a connu de profondes mutations. Non seulement dans le volume de ces flux, mais surtout dans sa nature. Donc depuis l'indépendance, donc l'Algérie a connu même l'indépendance jusqu'aux années 90, et des années 90 à ce jour, elle a connu énormément de mutations. Et là, on va voir un peu à quel niveau il y avait cette mutation. Sayad, on a écrit énormément sur la migration algérienne, où la migration était essentiellement économique, juste après l'indépendance. Et depuis 90, cette migration a changé, bien sûr, de nature. Ça, c'est vous donner un peu un aperçu de l'évolution de l'immigration algérienne de 1946 jusqu'à 2008. Ça, c'est un travail qui a été fait par Le Figaro en 2012, où il démontrait un peu l'évolution de l'immigration, des différents pays africains et même européens en France depuis 1946. On voit bien l'immigration algérienne a connu énormément de changements et le pic a commencé concrètement à partir de 68. 62, mais 68, il y a eu une augmentation, et ça coïncide parfaitement avec les événements 68. Pas les événements 68, mais plutôt en 68, il y avait les premiers accords permettant aux Algériens justement de faire le regroupement familial. Donc l'emploi, le regroupement familial, donc l'ouverture de l'emploi, la reconnaissance de certains diplômes algériens. Donc il y a eu une masse qui a évolué de 68 à 75. Il y a eu d'autres accords. C'était le retour. Avec la crise, la fin des 30 glorieuses, de 40 à 70, où il y avait une dynamique économique au pays
dans les pays occidentaux, donc on avait besoin de la main-d'œuvre étrangère, mais toutefois, vers la fin des années 70, on était dans une crise économique. La crise économique, d'où la nécessité donc, de revoir les accords de l'immigration entre les pays, donc au niveau bilatéral, au niveau aussi multilatéral. Et c'est pour ça qu'on voit un peu une stagnation au niveau de la migration algérienne. Voilà, donc aussi l'immigration algérienne de 2010 à 2014, comme vous voyez bien, on avait 1 400 000 établis en France, et le total il est de 1 740 000. Et on voit l'évolution, il est de 6% de 2010 à 2014. Donc on est passé quand même de 1 400 000 à 1 600 000 en France. Et ça, donc c'est pour dire, en fait, pour illustrer un peu la variation et l'évolution de l'immigration algérienne. Et on va voir que l'immigration ne touche pas essentiellement les classes populaires, mais ça touche beaucoup plus les étudiants. Donc la migration internationale du Maghreb, là c'est voir un peu qu'en est-il aussi au niveau du Maghreb. Donc l'Algérie a un total de 1 716 000 répartis, comme vous voyez bien, pour 1 700 000 en Europe. Et puis, bien sûr, le Maroc, il est en première position, que ce soit en France, que ce soit en Espagne. Le Maroc, il est en première position des pays à forte immigration au niveau du Maghreb. Alors, comme je disais, la migration qui a touché depuis les années 90, elle a touché essentiellement la migration des compétences et aussi la migration des étudiants. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu à l'historique, puisque la migration n'a pas commencé, je parle bien des compétences, n'a pas commencé concrètement à partir des années 90. Elle a commencé depuis l'industrie industrialisée, dans la politique de l'industrie industrialisante. C'était depuis les années 70. Donc, dans les années 70, il y avait une nécessité de lancer, de diversifier l'économie et d'aller vers l'industrialisation accrue. Donc, une forte industrialisation. D'ailleurs, il y avait deux plans quadriennaux, 71, 74, 78, et puis le plan quinquennal. Donc, voilà, 70, 80 et 80, 84. Donc, ces deux, surtout les deux plans quadriennaux, a nécessité des compétences pour accompagner le développement de l'industrie. Donc l'immigration a commencé concrètement à partir de ces années-là, puisqu'on envoyait les ingénieurs, on envoyait donc les techniciens à être formés aux États-Unis, en Europe, pour qu'ils reviennent, donc avec des bourses financées par les entreprises. Avec bien sûr le concours du ministère de l'Industrie, de la formation et de la formation universitaire. Et là, voilà un peu les statistiques que j'ai pu avoir. La source c'est Farhi, donc le travail de Farhi en 1982. Donc on voit ici, on était à peu près, le total il est de 2594 individus qui sont donc envoyés être formés en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Belgique. Pour la majorité, bien sûr, on choisit la destination France, vu la proximité de la langue et de la culture et aussi de l'histoire coloniale qu'avait l'Algérie avec la France. Voilà, là c'est concrètement, on estimait à 70, même à 80% des non-retours. Les ingénieurs, en fait, les personnes qui partaient se former avec la bourse algérienne restaient souvent, on estimait à 70% des non-retours, même des fois 80%. Rares sont ceux qui revenaient se former, revenir justement reprendre leur poste initial dans le pays. Et c'est pour ça que vers la fin des années 80, donc, le ministère a mis fin aux bourses. Les bourses sont concrètement, c'est à partir des années 2000 qu'on a décidé de renouer avec l'envoi des étudiants à l'étranger, donc des bourses de formation à l'étranger. Alors, la migration étudiante, une nouvelle forme de fuite de cerveau. On voit bien de 1980 à 2000,
le taux de croissance de la population immigrée dans son ensemble, elle est juste de 2% en 80, elle a baissé, elle est à peu près en 2000 de 1,2%. On voit bien le taux de croissance de l'éducation, donc de la fuite, au niveau de la population estudiantine, elle est de l'ordre de 14 et de 19%, donc 14 en 80 et 19 en 95 à 10% en 2000. On voit un peu l'écart entre l'immigration de la population dans son ensemble et l'immigration de la population qui a un niveau d'éducation supérieur. Alors, maintenant, pour les étudiants, on voit de 99 à 2013, donc c'est une évolution qui reste plus ou moins stable. On est en 99, il y avait 17 512 étudiants qui immigraient, qui partaient sur leurs études, et tout le monde ne revenait pas également, rares sont ceux qui reviennent. En 2013, on estime à 20 000. Donc on est concrètement vers une croissance plus ou moins stable. Toujours la même catégorie. Alors les personnes qui partent, donc ce qu'on appelle le brain drain, donc c'est la fuite des cerveaux. Donc les plus touchés, c'est les docteurs de la santé. C'est les plus touchés. Et parmi les docteurs de la santé, il y a un travail qui a été fait. Les psychiatres sont les plus touchés par l'immigration au niveau des docteurs de la santé. On voit bien, ils sont de l'ordre de 22%, 22% qui ont quitté l'Algérie et s'installer en France. Donc là, c'est le travail de Zenati, qui est chercheur aussi au CREAD, et qui a puisé de la base de données de l'INSEE. Donc cela, c'est des données de la France, essentiellement. On voit bien, donc pour la totalité, on est à 66 106 cadres formés qui sont dans les grandes écoles, qui sont dans des formations de 3e cycle, doctorat et plus. Voilà un peu, là c'est juste à titre indicatif aussi. Répartition des occupés par niveau scolaire. On voit bien aussi le sous-total des employés, on est à 51%. Par contre, le sous-total inactif, on est à peu près à 48%. Mais parmi le sous-total des employés, on a les agriculteurs, les artisans, commerçants et chefs d'entreprise, les cadres des professions intellectuelles. Tout ce beau monde est installé en France, et dont on peut effectivement avoir un apport considérable, que ce soit en termes de transfert de capitaux, de création d'entreprises, transfert aussi de savoir-faire. Donc il y a ici, juste pour illustration, donc un apport assez important. Donc le total ici il est de 864 000 individus. Vous voyez bien, c'est... Maintenant, on arrive au concept de diaspora. Je suppose beaucoup vont se poser la question, pourquoi diaspora? Parce que le concept le plus utilisé, notamment par le politique, c'est la communauté, le Jaliya al-Jazairi, c'est la communauté algérienne établie à l'étranger. Et diaspora, je dirais même, c'est un concept qui fâche au haut niveau de l'État. Donc ils acceptent mal. La première fois qu'un homme politique ou proche du politique a parlé de diaspora, c'est en 1994, c'était Babès Layahmo, lorsqu'il a fait sa tournée en 2014, avant les élections. Elle a été voir la communauté algérienne en France, un peu partout, et surtout se rapprocher donc de la communauté hautement qualifiée, établie en Europe et en Amérique. C'était la première fois qu'on parlait de diaspora. Maintenant, pourquoi le choix de diaspora? Donc là, j'ai choisi deux définitions. C'est pas par hasard. J'ai choisi pour justement vous donner plus d'explications sur le choix de diaspora pour ce qui est de la communauté algérienne. Donc la définition de l'OIM, l'Organisation internationale de la migration, en 2012, donc la définit comme les immigrants et leurs descendants qui vivent hors de leur pays natal
ou du pays de leurs parents sur une base temporaire ou permanente, tout en conservant des liens affectifs et matériels avec leur pays d'origine. Maintenant, celle-ci, elle est très simple, très basique, ne nous permet pas effectivement de bien cerner est-ce qu'on est face à une diaspora ou pas pour ce qui est du cas algérien. Donc là, je me suis attelé à la définition de Dufoi de 2012 que nous considérons la plus proche par rapport à ce que nous recherchons pour éclairer la typologie des migrants algériens. Donc là, sa définition, elle repose sur 5 éléments essentiels. La dispersion d'une communauté dans plusieurs lieux, des lieux de destination qui sont en conformité avec la structure des chaînes migratoires, reliant les migrants à ceux qui sont déjà installés, la conscience et la revendication d'une identité et ethnie nationale, existence d'une organisation politique, religieuse ou culturelle du groupe dispersé, et puis l'existence de contacts sous diverses formes. Donc pour qu'une communauté se dit diaspora, il faut qu'elle bien sûr, donc qu'elle renvoie à ces 5 éléments décrits par Dufoi. Maintenant, j'ai vérifié avec la communauté algérienne. Peut-on l'assimiler aux Algériens? Donc, aux Algériens, Sayad a beaucoup écrit l'illusion du provisoire ou le mythe du retour. Donc, vous parlez avec n'importe quel, je suis sûr que chacun de vous connaît un immigré ou a un immigré dans sa famille. Donc, tous les immigrés, moi-même j'ai vécu 6 ans en France, j'ai fait mes études en France, donc je suis revenu. En fait, toutes mes connaissances ou les personnes que j'ai rencontrées me disent je l'entendais. Mon meilleur ami me dit l'année prochaine je rentre. L'année prochaine je rentre. Bon, vous voyez bien, il y a ce mythe de retour. Dans l'esprit de la personne, un jour ou l'autre, jamais il se met dans l'idée de rester toute une vie à l'étranger. Sauf qu'on vieillit, le temps passe, on se retrouve avec l'arrivée des enfants, donc il y a un ancrage territorial qui est difficile à couper. Donc le deuxième élément, c'est le maintien de séjours réguliers par les immigrés et descendants d'immigrés. Chaque année, ou une fois sur 2 ans, les immigrés ramènent leurs enfants. Donc il y a ce lien, cette attache régulière avec les pays des ancêtres. Et ça, c'est un travail de 2012. Jennifer Bidet et Lorraine, qui ont fait un travail extraordinaire sur les descendants d'immigrés algériens, où ils ont fait un travail sociologique. Et là, ils démontrent parfaitement qu'on est dans cette logique d'aller chaque année presque en vacances pour faire passer ce sentiment d'attache pour les enfants. Et puis une mobilisation de plus de 40 réseaux de compétences algériennes dispersés principalement en Europe, Amérique du Nord. Donc on a une présence dans un groupement, une organisation des Algériens qui sont établis à l'étranger. Donc il y a un travail extraordinaire aussi d'Anima sur les réseaux de la diaspora, qui a été publié en 2010, qui démontre en Algérie il y a à peu près 51 réseaux de la diaspora qui sont répartis à l'échelle planétaire. Sur les 51 réseaux, 40 à 47 exactement sont très actifs. Et ce sont des réseaux pour la plupart en relation dans l'objectif de rentrer en contact avec le pays d'origine. Pas uniquement des réseaux culturels. Donc c'est des réseaux qui ont pour vocation d'aider ou surtout de contribuer en partenariat avec les collègues, que ce soit scientifiques, techniques ou autres, de contribuer avec ceux du pays d'origine restés en Algérie. Donc 40 sont des réseaux de compétences algériennes. Ils sont pour la plupart, donc vous verrez bien, ils sont au Canada, ils sont aussi en Amérique et un peu partout. Donc j'ai souhaité vous montrer un peu cette illustration, je ne sais pas si vous arrivez à lire. C'est un extrait d'un entretien. Donc je voulais le mettre pour vous illustrer un peu cette attache. Donc il disait: j'essaye d'avoir un bon équilibre
Et quelque part, j'ai un petit truc qui me dit que si j'arrive à faire du business en Algérie, la première chose que je ferai sera d'acheter un terrain et une maison au village pour que mes enfants sachent d'où ils viennent, pour garder le lien avec les origines. Donc vous voyez bien, on est, et ça c'est pas Julia Omar, c'est pas son vrai prénom, donc pour la plupart, donc ils ont ce sentiment affectif très fort avec le pays d'origine, et ils souhaitent le transmettre pour leurs enfants. Et ça, donc pour reprendre un peu la définition de Dufoi, moi je dis que l'Algérien migrant a toutes les caractéristiques pour être une diaspora. Vu les éléments développés, il y a aussi la chanson, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chanteur kabyle qui chante Migrant Ivra Dural, Midural Ivra Veroh, ça veut dire en d'autres termes, ça veut dire quand il vient, il souhaite repartir, et quand il repart, il souhaite revenir. Donc il vit entre ici et là-bas. Donc c'est un peu le mythe du retour de Sayad. On est dans cette configuration, et c'est pareil pour Diman Harachi et beaucoup d'autres chanteurs des années 70 qui chantaient la migration, qui chantaient donc l'immigration. Et là, on est face effectivement à une population qui est très très attachée à ses origines, à son pays et à ses racines. Voilà, maintenant on arrive un peu au résultat de ce travail. Quelle réalité de l'investissement dans la diaspora en Algérie? Vous savez que elle est très difficile. Donc il y a une absence totale de données statistiques sur cette communauté. Il n'y en a pas. Donc j'ai été au ministère des Affaires étrangères, j'ai été au ministère de l'Industrie, j'ai été à Londi. Londi m'ont donné, je ne le cache pas, on m'a donné une base. Mais de 2000 à 2012, 25 projets réalisés par la diaspora. Alors que ce n'est pas le cas. Donc là, ce n'est pas une donnée. En fait, toute la difficulté, donc la loi algérienne ne mentionne pas la nationalité. Ça veut dire pour des raisons de confidentialité ou. Donc on ne mentionne pas la nationalité ou lorsqu'un Algérien vient investir en Algérie, lorsqu'il investit en tant qu'Algérien, il est considéré algérien. Lorsqu'il investit en tant qu'IDE, ça veut dire son passeport et son deuxième passeport, il est considéré comme IDE. Ça veut dire investissement direct étranger. Alors beaucoup d'Algériens préféraient pour des avantages, notamment vous connaissez la loi 4951, c'est la loi appliquée pour les étrangers qui souhaitent investir en Algérie. Mais cette loi a des avantages, a des inconvénients. Les avantages, c'est la possibilité de transférer les dividendes en devises. Ça veut dire celui qui crée son entreprise en Algérie, il peut transférer de la devise dans le cadre de 41-51. Mais s'il crée son entreprise en tant qu'Algérien, ça veut dire avec son passeport algérien, il n'a pas le droit de transférer de la devise. D'où la difficulté effectivement d'équilibre et de connaître parfaitement cette population. Beaucoup choisissent l'IDE. Pourquoi? Parce que je vais anticiper un peu dans les résultats, mais c'est pas grave, on va y arriver beaucoup plus en profondeur si vous le souhaitez. Pour ceux qui sont mariés avec des enfants en France, notamment, leur famille reste en France avec leurs enfants. Donc ils vivent seuls en Algérie. Donc ils viennent investir en faisant des fois une fois par semaine. Donc ils viennent, ils restent une semaine, ils partent. Des fois ils restent un mois ici, un mois là-bas, et ils font des allers-retours plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois des fois. Donc le temps de lancer leur activité, mais leur famille reste pour la majorité très rare. J'ai eu 2 cas. Un qui est revenu du Canada, des États-Unis, et un qui est revenu du Canada. Ils sont revenus en famille. Mais le reste, notamment en France, leur famille reste en France. Parce qu'on considère que leurs enfants ou leurs femmes
ont des difficultés à s'intégrer par manque de structure d'accueil, par manque d'enseignement aussi, puisque c'est des enfants qui ont fait leur formation essentiellement en français, donc ils ne connaissent pas l'arabe. Donc pour leur stabilité, pour ne pas les déstabiliser, donc on préfère les maintenir sur place. Voilà, donc pour nos besoins de recherche, nécessité d'investiguer la réalité du terrain. D'où l'enquête, la double enquête que j'ai réalisée en 2014 exactement. J'ai fait 36 entretiens et 138 questionnaires auprès de trois catégories, trois cibles, donc les entrepreneurs installés, les entrepreneurs qui ont l'intention de réaliser leur projet, et aussi ceux qui ont échoué, pour comprendre un peu pourquoi ils ont échoué. Maintenant, ceux qui ont échoué, ils ne sont pas nombreux. Il y a une dizaine d'entrepreneurs uniquement qui ont échoué et qui ont décidé de rentrer dans le pays d'accueil. Voilà, donc voilà un peu les résultats de l'enquête par questionnaire. Nous avons des projets de 1980 à 2014. Maintenant, vous voyez bien, on n'a que 4% de projets réalisés entre 80 et 90 et 0% pendant la décennie noire. Personne n'est rentré investir en Algérie pendant la décennie noire. Oui, c'est normal. Maintenant, le boom des investissements, c'est à partir de 2001 exactement. À partir de 2001, il y a eu un boom des investissements de la diaspora, passant de 21 à 31 et puis à 42,9% en 2014. Et pourquoi ça coïncide avec la loi sur l'investissement. La loi de 2001 sur l'investissement, c'est une loi qui s'ouvre davantage au privé, donc qui facilite l'acte entrepreneurial. Donc c'était une loi de 2001. C'est à partir de là d'ailleurs que le tissu industriel a connu une avancée considérable. Donc on est passé de 250 000 entreprises en 2000 à 800 000, 900 000 aujourd'hui. Et ça, c'est la loi de 2001 a contribué énormément, puisqu'il y a énormément de secteurs d'activité qui sont ouverts au privé, alors que vous connaissez un peu l'historique de l'économie algérienne. On est passé d'un secteur essentiellement public à un secteur privé. Il y a aussi dans ce point, si vous permettez, le changement de la politique diplomatique avec l'armée conspira. Oui. Oui, on en discutera après si vous voulez. Alors, les caractéristiques socio-démographiques des enquêtés, comme vous voyez bien, on est face à une population hautement qualifiée, hautement diplômée. On a les masters, ils sont à 37,8%, les doctorats 28%, diplôme d'ingénieur 19%, licence 11%, bac on a 3,7%. Pour les entretiens, ça c'est les enquêtes questionnaires sur 138 personnes, mais les entretiens, j'ai une personne qui n'a pas eu son bac, mais qui a connu une formation, qui a évolué au niveau de la formation professionnelle, mais qui a occupé un poste de direction quand même au niveau en France. Vous voyez bien, on est aussi face à une population très jeune. Face à une population, 44% a entre 36 et 45 ans. Donc 24% entre 26 et 35 ans. Donc on est face, et là vous me direz, on est face, concrètement on est à l'opposé de la migration de retour des années 80. Les années 80, c'est lorsqu'on arrive à la retraite qu'on décide de rentrer au pays, mais pas avant. Donc là, on est face effectivement à un changement complètement de la nature de la migration et de la migration de retour. Maintenant, les motivations à entreprendre. Ça, c'est une question, je pense, fondamentale que j'ai souhaité poser. Pourquoi revenir en Algérie? Pourquoi ne pas rester? Parce qu'il y a plusieurs motifs de retour. Il peut y avoir un motif, par exemple, de nécessité. Des personnes, disons, qui n'arrivent pas à trouver des débouchés dans le pays d'accueil, donc qui sont au chômage, qui n'arrivent pas
à trouver une place sociale, ces personnes-là vont se dire, ben, tiens, il y a le pays d'origine, il y a l'Algérie, c'est un Eldorado, pourquoi ne pas aller investir ou travailler dans ce pays-là. Maintenant, donc j'ai donné 12 propositions. Sur 12 propositions, donc j'ai souhaité prendre uniquement les 5 premières pour faire sortir un peu les facteurs de motivation les plus importants dans cette étude. Et ce qui revient le plus, c'est l'existence d'un marché potentiel, l'opportunité d'affaires, l'existence de partenaires, le transfert de technologie et le coût de facteurs de production. Mais le plus important, c'est le marché. On est concrètement donc dans un nouvel Eldorado. Et pourquoi? Ben, ça coïncide, on revient un peu, donc si on suit un peu l'évolution des investissements, ça coïncide parfaitement avec la crise économique qui a suivi et qui sévit toujours en Europe et dans les pays occidentaux de manière générale. On est face effectivement avec la crise des subprimes, on est face à une économie molle, à une économie en carence, l'Algérie est une opportunité pour ces pays-là, pour ces personnes-là. C'est à la fois des Algériens, il y a aussi des pays, ils sont aussi installés dans ces pays d'accueil, donc ils ont tout le potentiel nécessaire pour développer de nouveaux marchés, pour se développer sur de nouveaux marchés. D'où donc l'intérêt au marché algérien. Maintenant, les freins pour entreprendre en Algérie. Donc pour les freins, c'est pareil, donc c'est le même raisonnement sur 12 questions, donc j'ai pris les 5 principales. Ce qui revient le plus, c'est bien sûr la mauvaise gouvernance des marchés et aussi c'est la corruption et aussi la politique instable. La politique instable, c'est vrai que l'économique est très liée aux politiques. Il faut revenir un peu à ce que vous dites tout à l'heure, ce que vous avez dit. Le politique, c'est l'instrument de l'économique. Pour faire amorcer, développer une économie, il faut une politique orientant, justement, s'orienter dans cette optique-là. Maintenant, les secteurs d'activité du projet. Comme on le voit par rapport aussi à la formation de ces entrepreneurs, ils sont très formés. Là, j'ai pas mis le tableau concernant leur formation, mais ils ont des doctorats, des masters, des ingénieurs. Ils sont plus formés dans les sciences de gestion et les sciences technologiques. Ils sont plus dans la technologie et la gestion. Et là, on retrouve un peu par rapport au choix du secteur, au choix d'activité, on est plus dans le conseil, on est dans l'ingénierie et on est aussi dans les domaines des technologies de l'information et de la communication. C'est ce qui prime, c'est ce qu'on retrouve à la fois dans l'enquête par questionnaire, on verra bien, je ne vais pas le montrer dans l'enquête par entretien, mais c'est exactement la même configuration. Mais c'est incroyable si on prend les deux enquêtes par questionnaire qui a touché 138 et l'enquête par entretien 36 individus, c'est comme si on avait la même enquête. Les résultats concordent et coïncident parfaitement. Et c'est ce qui donne plus de crédit, bien sûr, au dire ou bien des enquêtés. Voilà. Maintenant, l'évolution des activités en Algérie. On se pose la question, est-ce que concrètement ces gens-là, pour certains ne connaissent pas du tout le marché algérien, n'ont jamais mis les pieds en Algérie, pour d'autres, bien sûr, ils ont connu l'Algérie, mais très jeunes lorsqu'ils étaient enfants, mais beaucoup pendant la période de la décennie noire ont rompu donc le lien par peur justement de l'insécurité qui régnait à l'époque. Mais donc certains ne connaissent pas concrètement le marché, comment il fonctionne. Donc c'est à se poser la question, est-ce que ces gens-là vont réussir sur un marché qu'ils ne connaissent pas? Mais les résultats montrent parfaitement que on est face à des activités qui sont en évolution, on est face à des entrepreneurs qui réussissent en Algérie. Puisqu'on a 88% de micro et petites entreprises,
ça va donc de micro, donc de moins de 10, petite, ça va de 10 jusqu'à 50 salariés, 10% de moyennes entreprises et 2% de grandes entreprises, plus de 250 salariés. Maintenant, l'évolution moyenne du chiffre d'affaires, fort à très fort 38%, moyen 43% et faible à très faible 19%. Que 19% connaissent une évolution faible à très faible de leur chiffre d'affaires. Maintenant, on se pose la question des perspectives. Les perspectives, forcément, lorsqu'on voit des résultats aussi intéressants, on a des projets d'extension à 65%, d'élargissement de gamme, c'est-à-dire diversifier leurs produits à 47%, diversification des activités 47%. On est face finalement à des entrepreneurs qui se projettent de se maintenir et même d'élargir leur activité et leurs investissements en Algérie. Maintenant, je me suis intéressé un peu à l'entrepreneuriat transnational. Est-ce qu'on est face à des entrepreneurs essentiellement donc algériens, ils créent leur entreprise en Algérie, ou bien ce sont des entrepreneurs qui ont des activités dans le pays d'accueil et dans le pays d'origine, ici en Algérie? Eh bien, 23% des 138 ont des entreprises dans le pays d'accueil, 76 en France, 4 au Maroc, le Canada 10 et le reste de l'Europe 10%. Donc on est face à un entrepreneuriat transnational. Un entrepreneuriat qui finalement, ce sont des entrepreneurs installés, peut-être avec la crise, ils ont décidé de conquérir de nouveaux marchés, et le meilleur marché, c'est le marché des origines, donc le marché algérien, qui est aussi un marché opportun, puisque c'est un marché en évolution où beaucoup de choses restent à faire. Maintenant, donc le capital social, réseau et développement de l'entrepreneuriat, je voulais m'intéresser, voir un peu le fait de connaître des gens, le fait de connaître des entrepreneurs, le fait de faire partie d'un réseau, d'avoir de la famille. Ceci motive la création de l'entreprise. En effet, donc à 38%, ils sont plutôt d'accord. Donc ils considèrent que le fait de connaître quelqu'un, soit de la famille, avoir un proche, avoir des amis, être dans un réseau, contribue, motive davantage dans l'investissement. Maintenant, j'arrive au résultat des entretiens. Voilà les motifs de retour. Donc, j'ai essayé d'analyser les 36 entretiens et l'analyse apportée sur une analyse thématique. Analyse thématique sur un certain nombre de thèmes. Donc, j'ai arrêté trois groupes d'entrepreneurs par rapport aux motifs de retour, par rapport à qu'est-ce qui les a motivés. Donc les trois groupes, on a des motifs émotionnels, des motifs d'opportunité, des motifs de nécessité. Voilà les trois groupes, ou trois caractéristiques de l'ensemble de notre échantillon. Maintenant, l'émotionnel, ils sont à 12 personnes, d'opportunité 19 personnes, il y a 5 personnes uniquement par nécessité. L'émotionnel donc diffère d'une personne à une autre, ou d'un groupe de personnes à une autre. Ça veut dire l'émotionnel, pour certains, c'est l'enfance. Ça veut dire, ils me disent, je me souviens encore, lorsque je pars chez mes grands-parents, chez mes cousins, je me souviens encore de l'odeur des fleurs, de l'odeur du jasmin. C'est une odeur qui est restée. Et donc l'enfance, le fait qu'ils jouaient avec les cousins, donc les voisins, et ça les a marqués. Et parmi les motifs de retour, l'enfance les a tellement marqués qu'ils souhaitaient de revenir en Algérie, de garder le pied et de transmettre ces valeurs à leurs enfants. Il y a aussi l'éducation patriotique, comme leitmotiv de retour. Je me rappelle d'un Marseillais d'origine algérienne qui est chaoui. D'ailleurs, il me dit, moi je suis un chaoui, même dans ses propos. Donc il me rappelle, il me dit, il est né en France de deuxième génération, mais l'attache qu'il a avec l'Algérie, mais c'est incroyable. Rares sont les Algériens qui ont cette attache-là et se patriotisent l'amour du pays. Et cette personne, pourquoi? Parce que son grand-père était moudjahid,
Son père lui parlait que de la révolution algérienne. Sa mère lui parle que de la révolution algérienne. Donc il parle que de Boumedienne, de la révolution. Depuis leur enfance, il parlait que de ça. Et lorsqu'ils venaient au pays, c'est pareil. Lorsqu'ils étaient enfants, c'est pareil. Donc il y a cette omniprésence de la patrie, de la révolution. Et ceci a nourri un sentiment d'attache très très fort au niveau de cette personne. C'est pareil, donc il y a d'autres raisons. Je répondrai si vous souhaitez. Après, on a des raisons d'opportunité. La raison d'opportunité, bien sûr, c'est mêlé. Donc il y a l'émotionnel, il y a l'opportunité. Mais là, on dégage les sentiments les plus forts pour dégager un peu, pour cerner les groupes. Les opportunités, je dégageais 3 groupes aussi, vers la quête de nouveaux marchés, à l'entrepreneuriat transnational et les opportunistes en quête d'affaires. Donc vous me direz, c'est un peu pareil, la quête de nouveaux marchés et les opportunistes de quête d'affaires, c'est pas tout à fait pareil. Vers la quête de nouveaux marchés, c'est la recherche, ce sont des personnes qui sont souvent dans des entreprises, souvent aussi chefs d'entreprise, donc ils cherchent de nouveaux marchés. Ils cherchent à conquérir de nouveaux territoires. Et l'Algérie, d'une manière logique et naturelle, est choisie comme territoire de conquête. Maintenant, les opportunistes en quête d'affaires, ce sont souvent des étudiants en fin de cycle, des cadres, des fonctionnaires qui se disent tiens, il faut que je cherche une affaire à développer. Ils n'ont pas forcément l'idée, mais ils font des enquêtes terrain, donc ils cherchent qu'est-ce qui se fait en Algérie, qu'est-ce qui manque comme opportunité, et tiens, après 6 mois, après 8 mois, après une année de réflexion, de recherche, il se dit tiens, c'est un marché opportun, tiens, je cible ce segment, je suis compétent, j'ai de l'expertise, je vais. Eh bien, on est dans cette optique-là. Après, la nécessité, c'est pareil, la nécessité, on a 3 catégories. L'Algérie Nouvelle Eldorado, pour ceux qui sont au chômage, et là j'ai qu'une personne qui est au chômage. J'ai aussi Nouvelle Eldorado, j'ai une personne que j'ai interviewée qui sont des plus françaises parce que malgré tous les efforts qu'elle faisait, malgré les défis relevés, elle est considérée toujours comme étant étrangère. Alors qu'il est de 12e génération, il est né en France, ses parents sont nés en France, et donc elle se retrouve plus, elle se retrouve plus française, donc elle s'est dit, moi je suis plus algérienne que française, donc elle a décidé de quitter complètement la France et de rentrer en Algérie. Elle a pris ses bagages, elle est venue, et aujourd'hui elle a créé une multinationale, elle est passée même à la télé, invitée, elle exporte vers la France aujourd'hui, elle a exporté son concept vers la France. Et puis voilà, donc j'ai la reprise d'entreprise familiale et puis la nécessité de retour par obligation familiale. Voilà, les perspectives de développement de l'entrepreneuriat en Algérie, j'ai dégagé 3 typologies d'entrepreneurs au niveau bien sûr de l'analyse des entretiens, des 36 personnes. Il y a 3 typologies, il y a 3 groupes de personnes qui se dégagent. Il y a les challengers, il y a les déçus et il y a les déguerpis. Les déguerpis, pourquoi je les appelle les challengers, les déçus, les déguerpis? Voilà, les challengers se caractérisent par un tempérament réfléchi. Ils sont très réfléchis. Ils sont opportunistes. Ils anticipent sur leurs choix. Ils sont stratèges. Et aussi, ils représentent la plus grande majorité de notre échantillon. Ils sont 80%. Ils sont très très stratèges. Ils étudient parfaitement le marché et puis ils n'hésitent pas d'aller, de foncer et de développer leurs activités. Maintenant, les déçus, ils sont à 4 individus. Pourquoi ils sont déçus? C'est pas parce que leur activité ne marche pas. Ils sont déçus pour 2 raisons essentielles. C'est des personnes qui génèrent, qui génèrent de la valeur, mais ils sont déçus par la politique de l'État qui est changeante. Et aussi, ils sont déçus par le changement récurrent au niveau de l'activité économique. Donc, on ne sait pas où s'orienter. D'ailleurs, j'ai choisi juste cette citation.
En termes d'affaires, relations fournisseurs-clients, c'était plus souple avant. Les clients n'étaient pas boudés sur les contrats, manque de réactivité, alourdissement des procédures au niveau des entreprises, etc. Effectivement, le climat des affaires en Algérie est très difficile et l'État devra alléger les procédures. En France, par exemple, la difficulté, c'est le marché. Et puis, on a le DIGRP. Le DIGRP, pourquoi le, pas les? Il y a une seule personne qui a quitté l'Algérie. Et cette personne, comme par hasard, c'est le Marseillais que je viens de vous raconter. C'est le Marseillais qui est rentré pendant la période de la décennie noire, qui a ramené une révolution, puisqu'il détient 7 innovations. 7 innovations. Il était dans les années 90, il a créé le compteur intelligent de son adresse, tu vois, les compteurs. Et là, il a créé un compteur intelligent. Ça veut dire qui capte. On peut pas c'est un compteur électronique intelligent. C'était dans les années 90. Il est venu donc proposer le produit en Algérie. Il n'a pas voulu le proposer en France. Et en Algérie, Chipa, donc on a tout essayé. Lui, il est très carré, donc il n'a pas souhaité, il est parti. Et l'entreprise Sonalgaz a préféré prendre un Allemand pour développer les compteurs en Algérie. Voilà. Rapidement, j'ai fait ici un récapitulatif du déroulement des projets d'investissement en Algérie. Donc il y a une recherche d'idées, il y a un passage à l'acte et puis à l'entreprise. Donc c'est des personnes qui préfèrent être accompagnées et l'autofinancement c'est une formule plutôt plébiscitée pour ne pas être rattaché à crédit ou à la banque si jamais ça ne va pas. Donc c'est mon argent, je le perds et je vais. Et puis déroulement des projets, le fonctionnement, on est sur un choix très réfléchi de la localisation des projets. Souvent ils sont à Alger, à Oran ou bien à Annaba, donc c'est un choix de territoire très dynamique où il y a une présence importante de grandes entreprises. C'est un type de management double culture. Ils ont la culture algérienne, ils ont aussi la culture occidentale, donc qui mettent en avant un atout pour les affaires. Après, la stratégie de développement, favoriser la compétence étrangère pour se lancer et puis former par la compétence étrangère, former les cadres algériens et puis leur donner le relais pour la gestion. Opter pour les compétences locales pour le développement, opter pour l'innovation, opter à l'international, choix stratégique de positionnement et de développement. On est concrètement sur des profils leadership stratégiques et champéteriens puisqu'on est aussi dans une approche d'innovation. Et puis voilà, donc les perspectives, je vous ai cité les 3 typologies. Voilà, donc les réseaux aussi, il est omniprésent. Le réseau diasporique il est omniprésent, que ce soit au niveau, ça je l'ai expliqué tout à l'heure. Et il s'organise, c'est une diaspora qui est très organisée, il est très organisé en réseau. On la retrouve au niveau des organisations professionnelles, au niveau des associations diasporiques, purement diasporiques, associations aussi professionnels, tout autres comme avocats, comme les think tanks ils sont présents aussi, c'est des cercles de réflexion comme CARE par exemple, et puis tous ces membres activent dans l'objectif de développer, faire de la promotion de l'entrepreneuriat innovant. Voilà, donc cette interconnexion, on a un noyau dur des membres de la diaspora qui sont très influents au niveau économique et au niveau national, même international, comme je ne sais pas Smaïl Chiffon si vous connaissez, celui qui accompagne la délégation américaine, qui est américain mais d'origine algérienne, il accompagne la délégation américaine pour investir en Algérie. Il fait partie du noyau d'individus qui militent et qui travaillent pour développer l'entrepreneuriat innovant en Algérie. Voilà un peu la structure des réseaux de la diaspora. Maintenant, la conclusion. Les résultats dévoilent la présence d'un comportement stratégique chez les entrepreneurs, que ce soit en interne, que ce soit en externe.
l'organisation et stratégie de développement des entrepreneurs sur le marché laisse apparaître un entrepreneur leadership stratégique. Les résultats montrent aussi des perspectives de développement local et international, puisqu'ils exportent. Pour 25%, ils exportent. Maintenant, cette réalité, on est dans une réalité, ça veut dire qui est aussi liée aux politiques, qui est aussi liée à la société, qui est aussi liée au contexte global algérien. Maintenant, les perspectives. C'est une catégorie qui est dissocialisée. Il y a une dissocialisation de la société. Donc les mariés issus de l'immigration vivent souvent entre ici et là-bas, leur famille est là-bas. Le contexte socio-économique et la stabilité politique sont des facteurs qui pourraient avoir un impact sur le devenir des entrepreneurs de la diaspora en Algérie. Donc on passe des challengers aux déçus, après aux déguerpis. Voilà un peu l'analyse faite sur les entrepreneurs de la diaspora. Et puis je vous remercie pour votre attention.